Alors déjà, bon, j'espère que tout le monde voit mon écran. Donc, ce serait déjà une bonne chose. Alors, ce que je vous propose, donc, c'est déjà de faire une petite présentation justement, donc, là, qui va durer un petit peu, voilà, environ 45 minutes. Après, on pourra faire une quinzaine de minutes d'échanges et de questions-réponses. Donc, sur une thématique alors d'une, qui me tient à cœur, mais en plus deux, qui est effectivement quelque chose d'assez quand même important dans les entreprises, qui est sur en fait les temps et surtout la mesure de temps. Donc, chose qui est un petit peu aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis quelques années quand même, un petit peu des fois décriée à tort ou à raison. Donc, on va essayer de faire un petit point un petit peu là-dessus et d'expliquer aussi un petit peu avec mes arguments le pourquoi, pourquoi mesurer des temps et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement quand même en tirer. Voilà. Alors, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai eu la chance quand même d'être, formé au bureau des temps élémentaires, le BTE, donc en 1994, donc à la mesure de temps. Puis après, tout ce qui est lié à l'étude du travail, donc en termes de temps, d'ergonomie, d'implantation, d'industrialisation, tout ce qui tourne en fait autour des méthodes industrielles. Et après, j'ai pu passer, une quinzaine d'années, dans diverses industries, principalement manufacturières, c'est-à-dire que beaucoup de personnel, je dirais, humain et donc très, très peu de choses, mécanisées ou automatisées. Donc, qui est un très, très bon, exercice, je dirais, pour, faire de la mesure de temps et de l'amélioration quand même du travail. Donc, bon, différentes formes, hein, des standards, d'organisation, tout un tas de choses. Et puis donc depuis, maintenant 13 ans, effectivement, au BTE, chaque sens BTE pour, faire, et du conseil, donc toujours la même chose, ou aussi de la formation sur, toujours de la mesure de temps et puis, un truc qui s'appelle l'agent d'étude du travail qui est en gros la qualification, je dirais, un petit peu importante, je dirais, en termes de méthode industrielle qui vous permet de pouvoir faire et de la mesure, de l'ergonomie, de l'implantation et donc de l'étude du travail, donc de l'amélioration. Donc tout ça, en fait, va être lié. Alors déjà, il y a un premier paramètre important, c'est est-ce qu'on parle de mesure de temps ou donc de chronométrage. Donc ça, c'est effectivement pas forcément toujours la même chose. Les gens, des fois, quand même, confondent les deux, ce qui est, euh, ce qui est des fois normal. Alors, pour essayer de répondre, déjà, la mesure de temps, en fait, ça regroupe l'ensemble des techniques qui servent à déterminer donc des temps. On va parler de mesure directe, on va le voir un petit peu après, et aussi donc de temps prédéterminé. Le chronométrage, lui, fait partie donc de la mesure directe. C'est la technique la plus répandue pour déterminer des temps. Pourquoi c'est la plus répandue? Parce que c'est d'abord la plus simple et la plus rapide aussi à mettre en œuvre, hein. Grossièrement, il vous faut un chronomètre industriel, il vous faut de quoi écrire, il vous faut une bonne paire de baskets, des yeux en bon état de marche et vous êtes capable d'aller faire après donc du chrono. C'est aussi la plus simple à comprendre pour l'expliquer aussi aux personnes éventuellement quand même concernées, que ce soit aux opérateurs, que ce soit à n'importe qui. C'est quand même la manière la plus simple de pouvoir expliquer cette technique, je dirais, de mesure de temps. Alors, il n'y a pas que celle-là, on va le voir, mais je veux dire, ça reste la chose la plus répandue, la plus accessible, je dirais, dans l'entreprise. Il y a aussi une deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Donc là aussi, il y a des fois je dirais, erreurs de communication qui sont assez néfastes et qui participent des fois à la mauvaise image aussi que peut renvoyer cette thématique. La première chose, c'est que déjà, on chronomètre le travail et non l'individu. C'est-à-dire que seul le sport aujourd'hui mesure la performance des individus. La mesure de temps au global, elle ne s'intéresse pas à l'individu, elle s'intéresse donc au travail, à l'exécution de ce travail, de ces tâches, et dans les conditions dans lesquelles ces tâches sont réalisées. Donc ça, c'est important. Sauf si vous êtes amené à faire du chrono, effectivement, dans un stade d'athlétisme, mais si là, vous allez chronométrer effectivement la performance des individus. Mais en tout état de cause, dans les industries, on va mesurer la performance ou l'efficacité d'une tâche ou d'une opération qui, elle, bien sûr, va être réalisée par des individus, bien sûr, mais ce n'est pas l'individu en lui-même qu'on vient chronométrer, justement. La mesure du travail, elle consiste donc à décomposer en fait un mode opératoire en éléments de travail. Ça s'appelle des altras. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est juste la contraction des deux mots éléments de travail, qui sont normalement les plus courts possibles afin d'en permettre une analyse aussi précise. Je vais vous l'expliquer un petit peu.
Alors, une fois qu'on a bien mis ça en place, il y a des idées reçues quand même sur la mesure de temps de manière générale. Alors ça, c'est un peu mes 25 ans d'expérience là-dessus sur cette thématique. Bien sûr, la première image qu'on a, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu Charlie Chaplin et les temps modernes, c'est un petit peu quand même ce qui revient de manière générale. C'est-à-dire que on a l'impression que la mesure de temps ne sert uniquement qu'à, je dirais, mécaniser les opérateurs, mécaniser les gens, rendre le travail le plus simple, je dirais, possible et le plus répétable possible, à des cadences infernales. Donc, on retrouve toujours à peu près les mêmes choses, hein. Quand vous interrogez les gens qui ne sont pas forcément dans ce métier-là, les choses qui vont revenir souvent, quand même, on va retrouver les mêmes choses, hein, le flicage, le travail à la chaîne. Voilà. En fait, bien souvent, quand vous arrivez avec un chrono, le premier réflexe des gens, c'est de se dire, en gros, on vient déjà nous chronométrer, on ne vient pas chronométrer le travail, on vient nous chronométrer nous, et on vient nous chronométrer parce que, en fait, on ne va pas assez vite. Donc ça, c'est l'image en fait qui est propagée dans beaucoup d'entreprises, et ce depuis, depuis des années. Alors, le pourquoi quand même de ça, la première chose, une des premières choses, c'est déjà la méconnaissance totale du sujet. C'est-à-dire que les gens imaginent que la mesure de temps, enfin, il suffit justement, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir un chrono, une paire de jambes, et puis ça y est, je vais faire du chrono. Oui, on peut rester sur cette image. Au-delà de ça, c'est quand même pas comme ça que ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles, il y a quand même des choses qui sont, je dirais, entendu par beaucoup de gens, et notamment par le Bureau international du travail. Donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même établi au niveau international. Il y a des règles, c'est-à-dire que le temps tout seul, là, qu'on vient mesurer sur le terrain, ne suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que voilà, on va venir après rajouter des choses. Donc, il y a effectivement une méconnaissance du sujet qui fait que je me retrouve avec des gens, je le vois en formation de temps en temps, où les gens me disent, mais bon, du chrono, moi, j'en ai déjà fait. D'accord. Donc, on l'a fait comment? Mais on l'a fait comme je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que j'y vais, je prends le temps là, sur une personne là, dans l'atelier, je reviens dans mon bureau et je dis que le temps, c'est celui-là, et point final. Effectivement, après, quand on se retrouve à calculer des rendements, enfin, tout un tas d'indicateurs plus ou moins pertinents de performance, on se rend compte que finalement, on n'y arrive pas. On ne retrouve pas en fait le temps qu'on a chronométré. Donc on parle vraiment là de méconnaissance du sujet sur la technique, je dirais, de mesure de temps. Deuxième, c'est le manque de compétences après, effectivement, sur le sujet. Ça se rejoint, c'est-à-dire qu'effectivement, si je ne connais pas le sujet, je vais forcément manquer de compétences. Et après, derrière, il y a aussi un autre message assez néfaste, qui est en fait, la mauvaise communication interne sur le sujet. Je vais prendre un truc très simple. Quand on va dans les entreprises et puis qu'on nous demande de faire les opérations donc de chronométrage, de mesure de temps, déjà, voilà, on arrive sur un poste de travail et on nous dit, bah, tiens, voilà, Monsieur Calder, d'Axence BTE, il va venir te chronométrer. Donc, vous voyez déjà les dégâts que ça peut faire mentalement. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle va être dans une disposition un peu fermée, dans le sens où, en gros, c'est la punition, quoi. Ça tombe sur elle. Et le monsieur qui vient là avec un chrono, il va venir te chronométrer. Alors, en fait, que non, on ne vient pas chronométrer encore une fois la personne, on vient chronométrer la tâche, l'opération. Donc, il y a tout un petit jeu quand même je dirais pas de séduction, mais effectivement de communication qu'à chaque fois on est obligé de refaire parce que la communication en amont, elle n'a pas été faite, ou elle a été très mal faite avec des mots qui sont en fait mal choisis. Donc effectivement, il faut revenir à un sentiment un climat de confiance, en fait, j'appelle ça, pour que la mesure de temps puisse se faire dans quand même de meilleures conditions. C'est aussi une légende industrielle sur l'utilisation des temps. C'est-à-dire que quand vous parlez un petit peu à tout le monde sur les temps, les gens vont vous dire, de toute façon, à chaque fois qu'on vient chronométrer, on nous sabre des temps, on nous enlève des temps, on vient jamais en rajouter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, bon, ça peut être vrai dans certaines entreprises, je suis complètement d'accord. Mais dans les entreprises où effectivement ils savent le faire, ils ont les compétences et ils ont quand même un peu d'ancienneté sur le sujet, je peux vous assurer que le but de ça, c'est quand même de donner au final quand même des temps justes, c'est-à-dire le temps juste nécessaire. Quand je dis juste, c'est pas juste le temps ric-rac, c'est vraiment le temps juste, c'est le temps nécessaire pour exécuter la tâche selon certains critères.
Donc, il y a un peu de légende quand même là-dessus. C'est aussi donc l'image quand même de la mémoire collective. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais l'image du chronométreur, de manière générale, c'est quelqu'un caché derrière un poteau, habillé en noir, et puis bah, qui prend des mesures derrière l'opérateur sans trop regarder ce qu'il fait, et puis après, bah, qui part dans son bureau pour établir bah, sur des bases de temps ou des référentiels plus ou moins efficaces. Donc ça, c'est un peu quand même les idées reçues sur la mesure de temps. Alors, la finalité, c'est quoi en fait de la mesure de temps? Eh ben, il va y avoir quand même plusieurs choses. La première chose, je vous l'ai dit, c'est déjà des temps justes pour les opérateurs. Ça emmène vers de la confiance. C'est-à-dire que si les gens ont confiance dans les temps qu'on leur donne, c'est-à-dire que si on a pris en compte un certain nombre de paramètres, effectivement, ben, les opérateurs vont être quand même plus enclins à pouvoir travailler efficacement parce qu'ils vont avoir confiance dans les temps. La deuxième chose, c'est l'organisation du travail. Une fois que j'ai des temps, que j'ai été faire du chrono, par exemple, ben, on est capable de pouvoir faire de l'organisation du travail, c'est-à-dire à travers des outils type Simogramme qui vont permettre de faire la bonne adéquation entre une machine et puis un opérateur, par exemple. On va pouvoir faire aussi donc, des équilibrages qui sont sur plusieurs personnes, sur une ligne de production, sur un poste, sur un îlot, sur ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment l'optimisation des coûts et c'est lié aussi donc directement là, à la production. Si j'ai des temps qui sont pas, enfin, je dirais qui sont pas bons, effectivement, je vais me retrouver avec soit des surcoûts ou peut-être des fois des bonnes surprises en disant on a passé moins de temps que prévu, donc tant mieux. Et en termes de production, pour l'organisation de la production, ça a un impact fort sur la charge de travail, en fait, la charge et la capacité de pouvoir déterminer le bon nombre de personnes que je vais avoir besoin pour exécuter une tâche ou une opération. Ça va aussi amener à donc des temps prévisionnels les plus proches quand même de la réalité. Si je suis pas très éloigné quand même de la réalité, c'est-à-dire si je vais faire des chronos par exemple sur un poste de travail qui existe bien sûr et puis qui correspond vraiment à ce qui a été déterminé en amont, je vais quand même me retrouver avoir un écart relativement faible entre ce que j'ai prévu un petit peu plus tôt et la réalité quand même du terrain. Donc ça, on parlera là, vraiment là, de maîtrise de coûts, aussi des plannings, parce qu'encore une fois, si les temps prévisionnels sont plus ou moins bons, je vais me retrouver avec des écarts de planning et on va peut-être pas pouvoir identifier pourquoi j'ai un écart d'adhérence au planning. Il y a aussi tout ce qui va être lié aux bases de temps et les référentiels solides. C'est une des finalités quand même de la mesure de temps, c'est-à-dire que la mesure de temps doit amener à pouvoir construire aussi des standards en interne, des référentiels de temps que je vais être capable de réutiliser plus tard pour faire des chiffrages, faire des devis, faire tout un tas quand même de choses qui vont être très utiles quand même à l'entreprise. Donc là, on parlera donc des temps prévisionnels, on parlera donc de valorisation des gammes et donc aussi de tout un tas d'autres choses. Le chrono et la mesure de temps va aussi être un atout majeur de l'amélioration continue parce que on va pouvoir aussi, par exemple, valoriser des pertes. Aujourd'hui, quand on va faire des opérations type TRS ou choses comme ça, ou pour employer un terme un peu plus lean, tout ce qui est non valeur ajoutée, on va être capable de pouvoir justement valoriser le poids de chaque critère. C'est-à-dire qu'on va être capable de dire, tiens, tel incident ou tel dysfonctionnement, il est arrivé effectivement sur la période, voilà le temps que ça a pris, donc quelque part le coût, voilà aussi certaines récurrences, voilà un certain nombre de choses que je vous montrerai aussi un petit peu tout à l'heure en détail. Donc là, on va pouvoir travailler sur tout ce qui va être performance aussi donc du processus, je dirais, de production entre voilà, le TRS et nos valeurs ajoutées, les dysfonctionnements aussi qu'on va pouvoir apparaître. Alors, ce qu'on va pouvoir appeler dysfonctionnement, c'est tout aussi, de manière générale, c'est ce qui va être un écart par rapport à un standard établi. Encore faut-il avoir un standard établi et là, ça commence à avoir la difficulté. Alors, on va jouer aussi sur l'amélioration des conditions de travail parce que la mesure de temps va faire apparaître un certain nombre de choses, je vais vous l'expliquer un petit peu après, qui vont pouvoir jouer sur l'ergonomie, sur l'implantation, c'est-à-dire de pouvoir trouver la meilleure implantation spatiale, je dirais, d'un poste de travail, par exemple, et une meilleure combinaison de mouvements, si on veut, pour effectuer la tâche, et tout ça dans le minimum, je dirais, d'effort pour l'être humain. Et là, on parle vraiment d'ergonomie parce qu'on va pouvoir faire apparaître justement des choses sur le fait que notre opérateur, il est peut-être dans des positions trop inconfortables. Il utilise peut-être des séquences de mouvements qu'on pourrait peut-être améliorer parce que on pourrait peut-être changer l'ordre chronologique. Enfin, il y a plein de choses à faire sur l'amélioration quand même des conditions de travail. Et la mesure de temps est un outil quand même d'amélioration quand même de ces conditions de travail parce qu'on va factualiser les choses. Et après, ça va servir donc de détermination, bien sûr, donc d'axe de progrès
on va factualiser l'existant, ça c'est important. Et là, on rentre complètement donc, dans les démarches Lean, Kaizen, amélioration continue, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que l'outil en fait, de mesure de temps, peu importe l'outil quasiment qu'on va utiliser, va être un atout fort et un allié fort donc, de toute démarche d'amélioration dans les entreprises. Donc là, on voit tout de suite que le chrono, c'est pas ça, enfin le chrono, la mesure de temps, c'est pas simplement un outil, enfin, c'est pas simplement, c'est mais absolument pas même d'ailleurs un outil, je dirais, inquisiteur ou néfaste pour les opérateurs. Il doit être considéré comme un outil quand même de progrès et qui doit amener quand même les gens à progresser au final parce que encore une fois, on va être capable de pouvoir aussi donc factualiser les choses le cas échéant. Donc des temps justes fiables sont des données quand même d'entrée qui vont être importantes dans les entreprises parce qu'ils vont être utilisés en fait par quasiment l'ensemble donc, des services d'une entreprise. Le contrôle de gestion va s'en servir, le commercial va pouvoir s'en servir aussi quand il va avoir ses clients pour faire des estimations, faire des devis, faire des choses comme ça. La production, bien sûr, la qualité aussi, on va pouvoir s'en servir, les SAV aussi, les méthodes, bien sûr, c'est quand même le premier client des temps dans une entreprise, l'amélioration continue, etc. etc. C'est-à-dire que la mesure de temps au sein des méthodes. Les méthodes sont déjà un service, je dirais, un petit peu, alors je vais dire central, c'est pas par importance, mais je veux dire central dans le sens où il rayonne un petit peu quand même sur l'ensemble des autres services de production ou de non-production, vraiment de services donc d'une entreprise. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, enfin beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont liées en fait à l'utilisation des temps et donc à la fiabilité des temps qui vont pouvoir être disponibles. Alors, déjà, qu'est-ce que le temps? Alors, le temps, vous allez me dire, bah, le temps qui passe, bien sûr, effectivement. Et il y a un adage industriel qui dit que le temps, c'est de l'argent. Effectivement, c'est bien connu. Ça, c'est une réalité. Le temps, c'est de l'argent. Au final, c'est de l'argent. Mais le temps, c'est quoi? Le temps, c'est quoi? Bah, le temps, c'est quand même une conséquence. Une conséquence de quoi? De plusieurs facteurs. Le premier, c'est, c'est pas forcément dans un ordre chronologique, ni voilà, c'est vraiment là une liste un petit peu à l'après-vert de tous les facteurs qui vont être liés au temps. Déjà, donc, à l'organisation du travail, l'implantation, les flux, l'équilibrage. Si déjà, je n'ai pas ça en amont, effectivement, vous allez bien vous rendre compte qu'au final, quand je vais rentrer en production, je vais me retrouver avec beaucoup de variabilité. Donc, si déjà j'ai des opérateurs qui ne font pas la même chose les uns les autres, s'ils n'utilisent pas forcément les mêmes outils, s'ils ne font pas le même mode opératoire, si l'équilibrage, on prévoit 5 personnes et qu'au final on en met 6 ou on en met 3, on ne va pas avoir le même résultat au final. Donc effectivement, le temps, au final, un de ces facteurs va être déjà donc, lié à l'organisation du travail. Le deuxième, c'est donc le mode opératoire. C'est aujourd'hui donc d'avoir des séquences de mouvements. Alors, je vais tuer un tabou tout de suite. La mesure de temps, peu importe le temps de cycle, on va être capable de pouvoir faire donc de la mesure de temps avec plus ou moins de précision. Quand on parle de séquence de mouvement, c'est pas parce qu'une opération dure 2 heures, 5 heures, 8 heures, 20 heures que on n'est pas obligé de se pencher quand même sur la séquence du mouvement. Bien au contraire, on peut le faire. Par contre, ça a encore plus de sens, plus le temps sera court, le temps de cycle sera court. Effectivement, quand vous allez dans les entreprises où les temps de cycle, c'est de l'ordre de 10-15 secondes sur des très gros volumes, vous doutez bien que là, la séquence de mouvement prend pleinement son sens. Et avec les temps, on est capable de savoir ce que va faire la main gauche et ce que va faire la main droite, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des secteurs hyper tendu, je dirais, en termes de temps et en termes d'efficacité. On a besoin vraiment d'avoir, là, c'est de la chasse je dirais même pas à la seconde parce que c'est plus petit que ça. On est vraiment à la chasse au mouvement pour avoir le geste les plus efficaces parce on est soumis à des cadences relativement fortes. Donc, le mode opératoire, une séquence de mouvement, les outils, bien sûr, utilisés, l'ordre chronologique des tâches. Si vous saviez le nombre de fois où on a pu faire effectivement des améliorations de temps, je dirais, de performance, simplement en changeant l'ordre chronologique d'un certain nombre d'opérations, c'est assez spectaculaire quand même les gains qu'on peut faire et tout ça sans donner un coup de fouet aux opérateurs. Donc, c'est ça quand même qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on rend l'opérateur encore plus efficace simplement en changeant un petit peu l'ordre chronologique des opérations qui ont été faites. On va se retrouver ici, donc, bien sûr, avec les opérateurs eux-mêmes en termes déjà de formation. Est-ce que les gens sont suffisamment, je dirais, formés? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'ancienneté aussi, je dirais, sur le poste pour déjà ingurgiter un mode opératoire plus ou moins complexe et de pouvoir après reproduire les choses de manière de plus en plus efficace. Ça va être lié, bien sûr, aussi à leur habileté, l'habileté des opérateurs, leur efficience, leur capacité à pouvoir faire le maximum de choses, je dirais, qu'un minimum d'énergie
Et après, tout ce qui va être aussi l'implication du personnel. L'implication du personnel, dans quel sens? L'implication dans le sens où est-ce qu'on donne la possibilité aux opérateurs aussi d'avoir un regard critique sur la manière dont ils font les choses, sur les outils, sur l'implantation, sur l'organisation du poste, pour, encore une fois, améliorer quand même ces choses-là. Ça va être lié aussi le temps par rapport au niveau aussi donc, de maturité industrielle des entreprises sur quelques critères. La résolution de problèmes, c'est-à-dire que, est-ce que quand les opérateurs ont des problèmes, subissent des dysfonctionnements, est-ce que l'entreprise a la capacité de pouvoir résoudre ces problèmes-là quasiment en temps réel? Est-ce que des outils type Lean Six Sigma, est-ce qu'ils sont utilisés aussi dans l'entreprise, qui va pouvoir faciliter la chasse un petit peu au dysfonctionnement, à maîtriser un peu plus le processus parce que moins de variabilité. Le management visuel aussi, qui va aider quand même à tout ça, à pouvoir identifier, partager aussi quand même des problématiques qui sont rencontrées quand même par tout le monde. Plus les entreprises généralement vont vers des démarches comme ça, on se rend compte que plus les temps en fait derrière sont fiables parce que je maîtrise mieux mon processus, donc du coup j'ai moins de variabilité, donc j'ai moins de surprises à la fin. Voilà. Donc j'ai établi des standards, j'ai mis tout un tas de choses. Donc ces choses-là sont des facteurs quand même qui amènent forcément donc de la structure, qui amènent des standards et donc qui amènent de la maîtrise des processus, donc une meilleure stabilité au niveau des temps. Ça dépend bien sûr aussi donc, du niveau de stabilisation aussi donc, du poste de travail. C'est-à-dire en termes de variabilité, de stabilité, de standard. Est-ce que voilà, le poste de travail, est-ce que c'est toujours à peu près le même quand je vais lancer tel produit? Est-ce que je vais avoir la même configuration de poste, ainsi de suite, ou pas? Ça va dépendre aussi, donc, bien sûr, des aléas du quotidien. Parce que si vous trouvez des entreprises où il n'y a pas de problème, voilà, j'ai l'habitude de dire que moi, le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et ben là, c'est le cas. C'est-à-dire que j'ai beau avoir tout ce que je vous ai dit avant qui est très très bien, ça n'empêche que je vais quand même subir les aléas au quotidien. Ça peut être des pièces manquantes, ça peut être l'absentéisme, qui est un facteur quand même aussi très impactant dans les entreprises, les attentes, ça peut être les non-conformités aussi que je vais recevoir, donc des pièces non conformes qui vont avoir forcément un impact, moi, sur mon résultat. Tout ça, en fait, si on fait une petite équation mathématique rapide, le temps, c'est quoi? C'est simplement une fonction qui est liée à la maîtrise et à l'optimisation du processus. C'est-à-dire que les temps, au final, bien sûr, c'est une conséquence. Et si j'arrive à travailler sur la maîtrise de mon processus et sur l'optimisation de mon processus, normalement, les temps que je vais pouvoir aller faire, aller déterminer, aller établir, ils vont être de plus en plus fiables. Et c'est-à-dire que je vais aussi gagner du temps, moi, sur l'établissement de mes temps de référence, parce que je sais que mon processus va subir le moins de variabilité possible. Donc, toutes ces choses-là pour vous dire que, en gros, quelque part, aller faire de la mesure de temps sur un poste ou sur un environnement qui est très variable, qui n'est pas maîtrisé, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir y passer beaucoup de temps parce on va vouloir en tirer quand même des moyennes, on va vouloir en tirer un certain nombre de choses sur lesquelles on n'est pas sûr quand même que ces choses-là vont se reproduire sur les mêmes fréquences et la même durée. Donc, plus on va travailler en fait sur encore une fois, la maîtrise et l'optimisation du processus, plus ce que je vais aller mesurer derrière en termes de temps va être fiable et, je dirais, répétable pour les prochaines fois. Alors, les techniques de la mesure de temps, je ne vais pas m'étendre dessus, je vais simplement vous dire qu'il y a deux manières de faire de la mesure de temps. Soit c'est ce qu'on appelle la mesure directe, qui regroupe tout ce qui va être chronoanalyse, donc avec un chronomètre, la vidéo-analyse, qui va pouvoir permettre de pouvoir filmer quand il y a plusieurs personnes ou de filmer des cycles et puis de pouvoir faire le même travail de chronoanalyse, mais là, dans un bureau, par exemple. Du pendulage aussi. Le pendulage, c'est vraiment des choses pour très grosses mailles où j'ai envie de savoir à peu près, dans les grosses masses, combien de temps prend telle opération ou telle opération. Et après, on va avoir toute la série donc, de temps prédéterminés. Donc, avec des noms plus ou moins barbares. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous avez deux familles en fait. Soit je fais de la mesure directe, soit j'utilise des temps prédéterminés. Alors, l'avantage et l'inconvénient quand même de tout ça, la mesure directe, le gros avantage déjà, c'est que on va factualiser quand même l'existant parce qu'on est sur le terrain. On va pouvoir aussi comparer quand même des opérateurs. On va pouvoir aussi prendre en compte un certain nombre d'aléas qu'on va rencontrer lors de notre phase de récolte de temps. On va pouvoir intégrer aussi tout un tas quand même de temps fréquentiels plus ou moins prévus à l'avance. On va pouvoir quand même les intégrer. Et surtout, l'avantage de ça, c'est que la mesure directe, que ce soit le chrono, la vidéo ou le pendulage, c'est quand même compris et décodable par le plus grand nombre parce que ça reste quand même relativement simple à comprendre. Par contre, l'inconvénient, c'est que là, je me retrouve avec des temps, le temps nécessaire à la mesure, qui peut être quand même parfois très très long, c'est-à-dire que
on peut se retrouver à passer plusieurs jours, plusieurs semaines et des fois plusieurs mois pour pouvoir déterminer des temps parce que on a besoin d'avoir, je dirais, un échantillonnage ou d'avoir le plus de personnes possible pour réaliser la même tâche ou parce que justement mon processus il subit beaucoup de variations. Et donc, j'ai besoin de faire beaucoup, beaucoup de mesures pour essayer d'en tirer je dirais, un temps, je ne vais pas dire moyen parce que ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait, mais d'en tirer un temps moyen, je dirais, qui soit le plus adéquat possible. Le temps de dépouillement aussi, c'est-à-dire que vous doutez bien que quand je vais faire des relevés, derrière, il va falloir quand même dépouiller quand même tous ces temps-là. Donc, c'est quand même du temps masqué, enfin du temps masqué qui n'est pas tout à fait masqué, mais c'est du temps quand même supplémentaire qui est intégré quand même dans le calcul aujourd'hui de combien de temps je passe pour faire des temps. En moyenne, je vais vous donner une moyenne grosse maille, on est à peu près entre 30 fois et 40 fois le temps de cycle, c'est-à-dire que pour une minute de travail, par exemple, moi, il va me falloir 40 minutes de mesure et de dépouillement derrière. Donc, c'est le même ratio pour une heure de travail ou pour 2 heures. C'est-à-dire que pour une heure de travail, moi, il va me falloir à peu près 30 à 40 heures de travail pour pouvoir déterminer un temps. C'est juste pour vous donner un petit peu les grosses masses, un petit peu du temps quand même que ça peut prendre. Et il y a aussi un autre paramètre qui est la subjectivité du jugement de l'activité, parce que quand on fait ce travail-là de mesure directe, on est fatalement lié à évaluer en fait ce qu'on voit comme travail et évaluer donc la performance aussi donc, des opérateurs et des opérateurs entre eux. Et donc là, ça reste quand même toujours un petit peu quand même subjectif et ça peut justement, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est là où on se retrouve des fois avec des erreurs des fois assez importantes parce que on ne maîtrise pas forcément ces techniques-là, on pense bien faire et finalement, on ne fait pas forcément bien. Donc, ça reste quand même assez compliqué. Par contre, les temps prédéterminés, alors le gros avantage, c'est qu'on utilise des temps prédéterminés, par exemple, quand un poste de travail n'existe pas. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, Monsieur Renault, Monsieur Peugeot, n'importe lequel, quand il va créer une nouvelle usine, il ne va pas attendre de créer l'usine, de faire tourner la chaîne pour aller mesurer les temps pour savoir quel temps on passe à telle opération. Les temps sont déjà prédéterminés. Donc ça, c'est le gros intérêt, c'est l'avantage numéro un, c'est qu'effectivement, on peut imaginer des temps sans avoir un poste de travail existant. Ça suppose que cette fiabilité elle va être liée fatalement à ce que je vous disais avant, la maîtrise et l'optimisation quand même des postes de travail. C'est-à-dire que là, on part donc sur le principe que le poste, il va avoir telle configuration, telle implantation, les choses vont être à tel endroit, l'opérateur, il va faire telle opération, tel mode opératoire, il ne va pas en faire un autre. Donc, si on est dans ce cas-là, on peut très bien utiliser effectivement des temps prédéterminés, ça marche très très bien. La précision aussi qui est possible. Contrairement à la main avec un chrono, on va être quand même, pour vous parler en secondes, même si ce n'est pas l'unité qu'on utilise, mais des opérations qui durent 5-6 secondes, on est capable de les attraper au chrono sans problème. Là, on est capable d'attraper des temps prédéterminés au 100 millième d'heure. Donc, 100 millième d'heure, c'est 27 fois plus grand qu'une seconde, si vous voulez. C'est aussi déjà des temps qui sont ce qu'on appelle à l'allure 100. Je ne vais pas m'étendre sur l'allure 100, mais en fait, c'est des temps, je dirais, standards qui correspondent à la moyenne, je dirais, des opérateurs qui devraient passer sur le poste de travail. Ce n'est pas des temps qui sont ni pour les plus faibles, ni pour les plus exceptionnels des opérateurs. C'est un temps moyen que quelqu'un est capable de tenir 8 heures durant sans fatigue excessive. Ça veut dire que ça, c'est le pendant à le côté subjectif du jugement d'activité. Il n'y a pas de jugement d'activité, c'est déjà des temps qui sont faits à, je dirais, une allure dite normale ou modale. Le temps passé aussi, par rapport à certaines techniques comme le MOST par exemple, là on est à, autant je vous disais, on est à 30 ou 40 fois le temps de cycle pour de la mesure directe. Là, on va être à 10 fois le temps de cycle pour du MOST, donc c'est quand même intéressant. On est capable de faire des temps relativement rapidement grâce à ces techniques. Et surtout, c'est répétable et c'est reproductible dans le sens où pour un même poste de travail, enfin un même mode opératoire, vous mettez 10 analystes pour faire de temps prédéterminé, ils vont vous donner quasiment le même temps, au 100 millième d'heure près, parce que c'est des tables et on ne peut pas trop se tromper là-dessus. L'inconvénient de ça, bien sûr, c'est la réalité du terrain, parce que là, il faut être très très bon pour imaginer quand même les aléas que les gens vont pouvoir subir et potentiellement en intégrer un certain nombre dans vos temps prédéterminés. Donc, on s'écarte quand même du terrain, on s'écarte quand même de la réalité. Donc, les temps prédéterminés restent des temps prévisionnels. C'est des temps quand même qu'il va falloir, à un moment donné, valider par de la mesure directe parce qu'il y a certains paramètres qu'on ne peut pas forcément imaginer avant. C'est aussi compris et décodé que par les initiés. Là, je peux vous assurer que ce soit du MTM, du MOST, c'est très barbare. À la première approche, c'est très barbare, c'est incompréhensible. Et effectivement, ça met déjà des barrières. C'est-à-dire que historiquement, c'est aussi une des raisons pourquoi les temps sont un peu mal perçus dans les entreprises.
on se rend compte que les gens qui utilisent ces méthodes-là, pour le commun des mortels, c'est indécodable. Donc, si on n'a pas les 10 jours de formation, par exemple, pour pouvoir faire ça, c'est incompréhensible. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, c'est des lettres avec des indices, avec des choses comme ça. Et à la lecture, c'est quand même très, très, très compliqué pour un novice. Donc, ça met déjà aussi des barrières, vous voyez, entre les gens qui ont la maîtrise de cette technique, de ces outils, et les gens qui vont être concernés par l'utilisation quand même de ces temps-là. Donc, ça peut être des fois un petit peu quand même préjudiciable. Et puis le temps passé, je vous l'ai remis par contre là pour le MTM. Autant le MOST, c'est 10 fois le temps de cycle. Le MTM, c'est à peu près 400 fois le temps de cycle. Donc pour une minute, il me faut à peu près 400 minutes, c'est-à-dire 8 heures de travail pour pouvoir déterminer une minute de production. Par contre, c'est la technique la plus précise au monde. Donc suivant en fait le contexte et suivant ce que je vais venir chercher, je vais utiliser quand même l'une ou l'autre de ces méthodes-là. Alors, j'ai simplement fait un petit synoptique sur qu'est-ce que je vais utiliser en gros comme technique. Alors, c'est schématique, c'est pas dogmatique, hein, au contraire. Il y a une phrase, il y a un truc qui est important, c'est ce que je vous ai mis en bas, c'est-à-dire que rien n'empêche d'utiliser les techniques MTM ou mode, donc des temps prédéterminés, pour des postes existants, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir quand même jongler avec les deux. Je vais vous expliquer un petit peu après. Donc, en gros, voilà, si on a un poste de travail existant, on va partir vraiment généralement sur de la mesure directe. Et si on a des postes qui sont inexistants au moment où on a besoin de calculer les temps, on va quand même partir sur des temps prédéterminés. Voilà, c'est simplement un petit peu synoptique. Et suivant la différence, si j'ai un poste de travail très stabilisé, enfin stabilisé ou plus ou moins stabilisé, on va partir sur de la vidéo ou sur des fois de la chronoanalyse. Mais encore une fois, rien n'est dogmatique là-dedans. C'est juste pour vous donner un petit peu une idée de, tiens, si je veux faire des temps en fonction de où je me trouve, je vais être capable de pouvoir identifier je dirais normalement la technique la plus pertinente pour pouvoir le faire. Alors, donc, mesure directe ou temps prédéterminé, il n'y a pas de technique en fait meilleure que l'autre. Ça, c'est encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Plus la précision sera recherchée, plus l'unité de temps en fait donc, sera fine. Donc, on va partir d'un truc qui va être du centième de minute jusqu'au 100 millième d'heure. Donc, on a vraiment un panel d'unités qu'on peut utiliser assez important en fonction de ce qu'on vient chercher. Le choix de la technique va vraiment dépendre justement de ce qu'on vient chercher, donc du niveau de précision qui va être demandé. La mesure directe, donc, et temps prédéterminé, donc, sont complémentaires, les deux. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer un temps prédéterminé, parce qu'on n'a pas de poste de travail, et on va le valider ensuite sur le terrain avec, par exemple, donc, un chronomètre. Donc, ça, c'est vraiment la complémentarité des deux techniques. Et une autre complémentarité, c'est-à-dire qu'à partir d'un temps chronométré, on peut extrapoler un to be, c'est-à-dire une amélioration possible, avec des temps prédéterminés. Parce que les temps prédéterminés, on est capable de dire aujourd'hui, voilà, je me déplace, mon opérateur, il se déplace, il fait 10 ou 15 pas, je l'ai chronométré, je sais à peu près combien de temps ça prend. Par contre, si je ramène ce qu'il va chercher à 2 ou 3 pas, combien je gagne? Combien je gagne, plutôt que d'attendre de faire l'amélioration et puis d'aller remesurer, on peut très bien déjà l'estimer avec des temps prédéterminés parce qu'ils servent aussi à ça. C'est-à-dire qu'on est capable de pouvoir identifier et de déterminer des temps de déplacement, de tout un tas de choses. On est capable quand même de pouvoir déterminer justement des nouveaux temps et ça nous donne quand même une base assez solide pour imaginer quand même ce que pourrait donner des améliorations. Là, encore une fois, je refais le lien un peu avec l'amélioration continue. La chronoanalyse, je vais me focaliser un petit peu là-dessus. Là, je ne vais pas vous faire le détail, c'est juste pour vous dire que voilà, on fait de la mesure donc directe. On a un bon opératoire, on le décompose, on a des fractions relativement courtes. On va mettre un jugement d'activité suivant ce qu'on va pouvoir observer et on va utiliser donc des coefficients qui vont payer un certain nombre donc, de choses, notamment la pénibilité pénibilité, l'effort, je dirais, la pénibilité aussi qui va être liée en termes de position, d'effort combiné, de poids. On va pouvoir mettre aussi donc, des coefficients d'ambiance. Là, c'est vraiment lié à des environnements assez chauds, comme les fonderies, les aciéries, les choses comme ça. La monotonie aussi musculaire, quand on va pouvoir l'appliquer. Et tout ça, ça va nous donner donc, en fait, un temps théorique. C'est le temps alloué, en fait, qu'on appelle de manière générale. Ça, c'est un petit peu de manière très simpliste de comment on arrive quand même à, à un temps théorique, à un temps alloué avec de la chronoanalyse. Alors, ça nous amène à quoi? Ça nous amène justement donc, aux axes de progrès.
quand on fait donc une chrono-analyse, il va être nécessaire donc d'appliquer en fait donc ce qu'on appelle donc des coefficients de repos. Ces coefficients sont des standards donc, du Bureau international du travail, ce n'est pas nous qui les avons inventés. Donc, ce sont des standards internationaux. Ces coefficients servent à majorer en fait les temps chronométrés. On ne peut pas les minorer, on ne peut que les majorer pour tenir compte d'une, de la position de travail, deux, de l'effort physique qui va être fourni et trois, donc de l'effort mental aussi qui va être fourni. Alors, ce tableau, je ne vais pas vous l'expliquer, ce n'est pas le but, c'est juste pour vous montrer que, voilà, il ressemble à ça. Donc, à gauche, vous avez des petits pictogrammes et après, vous avez des efforts en kilos de 0 à 1 jusqu'à 40-45. Vous avez deux tableaux, la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine. Ce qui est en bas à droite de la main-d'œuvre féminine, c'est-à-dire qu'en théorie, on ne devrait pas le trouver. Mais malheureusement, on le trouve quand même de temps en temps. Mais en théorie, on ne devrait pas le trouver. Simplement, ce tableau-là, il a comme vertu de dire que ben, voilà, ce tableau, à partir du moment où je suis dans des zones vertes, je dirais que ben, j'ai pas grand-chose, je dirais, à faire ou à améliorer. Dès que je commence à avoir des jaunes un petit peu orange, je peux me poser la question. Et dès que je vais avoir des zones rouges, ça veut dire que là, oui, j'ai quand même quelque chose à faire. Quelque chose à faire pour faire quoi? Pour améliorer justement les conditions de travail. C'est-à-dire que là, c'est quand même des coefficients. Ces coefficients vont venir majorer les temps. C'est-à-dire que j'ai 10 minutes. Et si j'ai mesuré 10 minutes et que mon petit bonhomme, il est, on va dire, il va être légèrement penché et puis il va porter une charge de, j'en sais rien, 25-30 kilos, et ben, je vais rajouter un 25, c'est-à-dire que je vais rajouter quand même 25% du temps. Euh, c'est quand même pas négligeable, d'accord? C'est-à-dire que pour pouvoir récupérer de l'effort qu'il va fournir, il faut que je lui accorde quand même 25% de temps de récupération pour qu'il puisse répéter le même effort 8 heures durant sans fatigue excessive. Donc en fait, ces tableaux-là, qui sont utilisés donc, dans la chronoanalyse, servent donc en fait un petit peu d'alarme où ça doit allumer quand même quelques lumières quand on vient faire notre dépouillement. C'est-à-dire qu'on a pris des photos du poste de travail, on a pris des photos donc, de la position du corps, on a fait aussi des mesures donc de poids et de choses comme ça, ou d'efforts, et on est capable donc de pouvoir déterminer ce coefficient de repos. Ce coefficient de repos doit être une alerte en disant « Ah, attention, là, il y a quand même quelque chose à faire ». Là, on touche complètement à de l'ergonomie, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur de l'ergonomie, je dirais, alors, de base, c'est-à-dire que c'est de l'ergonomie physique. Là, on va s'attaquer à la position du corps et à l'effort qui va être lié. Et donc ça doit allumer des lumières à un moment donné pour dire, là, il y a peut-être un truc à faire. Donc, je refais le lien encore avec l'amélioration continue. Les axes de progrès avec la chronoanalyse, on va pouvoir aussi imaginer un certain nombre de choses. Vous voyez, là, on a l'exemple, on a un magnifique diagramme spaghetti où la mesure de temps, c'est juste pour vous donner quand même une petite idée à gauche. Là, c'est le résultat quand même de 408 heures d'observation, à peu près 18 000 mesures chronométrées. Donc, on a quand même mesuré les choses. Là, on a mesuré, on a analysé et ça peut permettre quand même d'innover. C'est-à-dire que là, on se rend compte que vous voyez les petits trajets, donc une couleur, c'est un opérateur, et les petits trajets, au global, sur les 10 jours, on a quand même des opérateurs, on avait 5 opérateurs qui ont parcouru 75 km. Donc là aussi, ça permet de pouvoir faire avec un outil donc, de diagramme spaghetti, on est capable de faire un diagramme spaghetti simplement avec donc, de la mesure de temps. C'est-à-dire qu'on a décomposé, on a été sur le terrain, on a suivi des gens à la culotte pendant plus de 10 jours, et derrière, on a pu reconstituer en fait leur trajet pour faire X, X aller-retour, je dirais, pour aller chercher des pièces, s'approvisionner et ainsi de suite. Donc là, là, on est vraiment donc dans quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on est là dans l'extrapolation, l'utilisation quand même des temps qu'on a pu quand même mesurer sur un poste de travail. Ça, encore une fois, c'est la réalité. Deuxième chose, on peut, en partant des mêmes mesures, faire donc des répartitions, des camemberts. On peut en faire ce qu'on veut. Là, donc, par exemple, on a des choses à valeur ajoutée. On a isolé des déplacements en rouge. On a aussi des attentes, parce qu'on s'est rendu compte que les attentes étaient importantes. On a des opérations à non-valeur ajoutée. Et après, on a eu des échanges qu'on a qualifiés d'échanges techniques. Et de ça, on peut en faire tout un tas de choses. Si je zoome encore là-dessus, grâce au temps que j'ai pu mesurer, je peux faire des répartitions avec de la non-valeur ajoutée utile, je dirais, enfin, ou nécessaire, et à droite de la non-valeur ajoutée qui est inutile. Et là, je peux zoomer, je peux aller voir mes têtes de Pareto, je suis capable de faire donc, ce découpage-là. Tout ça vient de la mesure de temps, d'accord? Des choses qui ont été mesurées factuellement, je dirais, sur le terrain. Donc ça, c'est encore une fois très, très important. Ça, c'est. Alors, j'ai mis Lean parce que voilà, on va vers du Lean, hein, c'est vraiment des choses comme ça, c'est l'amélioration continue au global. Donc, ça permet quand même de pouvoir factualiser les choses, les dimensionner et de mettre du poids en fait sur chaque critère.
Après, j'ai une question. Donc là, vous avez vu, donc, je fais un peu le lien sur l'amélioration continue. Alors, sur quoi repose généralement l'amélioration continue? L'amélioration continue, alors, désolé, je vais vous parler un petit peu japonais, mais ce n'est pas le but. C'est des principes très simples. La première chose, c'est se rendre là où se passent les choses. D'accord? L'amélioration continue se base là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'amélioration continue dans son bureau. Donc, normalement, on se rend là où se passent les choses. Donc, c'est Genba. On va voir aussi donc des choses réelles, c'est-à-dire qu'on va vraiment voir le terrain, on va voir des choses réelles. Ça, c'est Genbutsu. Et on va prendre quand même des décisions qui sont basées sur des faits. D'accord? Ça, voilà, on va quand même identifier quand même des choses. Ça, c'est Genjitsu. En fait, tout ça, c'est une démarche globale. C'est pas une démarche, c'est une philosophie, en fait. C'est la philosophie, en fait, Sangenchushi, je suis désolé. Donc, c'est le principe, en fait, des trois réels. D'accord? Le vrai endroit, les vraies choses réelles et des vraies décisions quand même basées sur des faits. Ça, c'est quand même le comportement et l'état d'esprit adopté par tous pour comprendre et analyser quand même les problèmes. C'est pas moi qui le dis, c'est un petit monsieur qui s'appelait Taishi Ono, qui est simplement donc le père donc, du Toyota Production System. Donc tout ça, en fait, c'est lié. C'est lié, c'est-à-dire que ça, c'est sur quoi repose l'amélioration continue. Si je fais le parallèle avec les temps, sur quoi repose en fait la mesure de temps? La mesure de temps se repose sur quoi? Sur se rendre là où les choses se passent, c'est-à-dire qu'on va quand même faire de la mesure de temps sur un poste de travail, donc un endroit réel. Donc on voit des choses réelles, on a factualisé les choses, des déplacements, des attentes, des dysfonctionnements, tout ce qu'on veut, et on a mesuré des faits. Donc on peut faire un lien complètement direct avec les principes de base de l'amélioration continue et les principes donc de la chronoanalyse. Donc ça aussi, c'est important. Donc, en fait, la chronoanalyse, la vidéo-analyse, tout ce qui va être mesure directe, et puis après, tout ce qui va être lié à l'amélioration continue au global. Donc, ça va pouvoir participer au chantier Kaizen, au chantier des MAIC, aux démarches Lean, etc., etc. Il n'y a pas de limite. En fait, tout ça, c'est lié. D'accord? C'est-à-dire que les deux sont étroitement liés. Alors, attention, on n'est pas obligé de faire de la chronoanalyse pour faire du Lean. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement que ça permet, c'est un outil, un des outils qui permet de pouvoir, encore une fois, s'améliorer en termes d'amélioration continue. Alors, fort de un petit peu l'expérience qu'on peut avoir dans ce domaine-là, les clés du succès. Les clés du succès, c'est encore une fois ce que je vous dis là, c'est pas dogmatique, mais ça donne quand même une bonne idée. Première chose, c'est voilà, on forme déjà les collaborateurs à la mesure de temps, parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Donc, il faut former les gens pour maîtriser quand même le savoir-faire. Après, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner un périmètre test, je dirais, pour réaliser quand même des premières mesures. On va réaliser une information sur sur le périmètre test pour expliquer aussi comment va se passer la mesure de temps aux gens. On va leur expliquer quand même ce qu'on va faire, comment on va le faire. On réalise des mesures chronométrées sur ce périmètre, sur plusieurs opérateurs différents si possible, si vraiment ça s'y prête. Ensuite, on fait quoi? On va mettre en évidence un certain nombre de choses. Les aléas qui sont non liés au travail. Par exemple, sur la période, des manquants, des attentes, des informations erronées, des pièces non conformes reçues au poste, etc., etc. Ça, c'est le jeu de toute la communication qu'on va faire avec les opérateurs. On vient sur une partie du temps, on ne va pas rester pendant 6 mois pour avoir un truc global. Donc, il faut bien quand même qu'on pose des questions pour savoir ce qui revient régulièrement. On va être capable aussi de pouvoir mesurer les écarts de mode opératoire et de matériel, par exemple, selon les opérateurs. Les positions aussi donc, de travail qui vont être inconfortables. Toute source en fait, de gain sur l'efficacité en fait, du mode opératoire. Ça, on va pouvoir le mettre en évidence. Une fois qu'on fait ça, on va essayer quand même de chiffrer quand même ces pertes en termes de temps. C'est-à-dire que là, fort des mesures qu'on a pu faire, on va être capable de pouvoir quand même chiffrer une partie quand même de ces pertes de temps. On met en place des actions correctives, par exemple. On refait quand même des mesures chronométrées pour mesurer l'efficacité des actions en termes de temps. Donc, on vient mesurer en fait les gains. Là, on peut, une fois qu'on a fait ça, on peut déterminer donc le temps alloué, le nouveau temps alloué. On fait un REX avec les opérateurs, les collaborateurs du périmètre test pour leur dire, tiens, voilà, en gros, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et maintenant, quelque part, comment vous percevez l'utilisation d'un chronomètre, des temps et des choses comme ça. On peut déployer, bien sûr. Et après, surtout, ce qui est important, c'est de développer les compétences des collaborateurs qui ont déjà été formés à la mesure de temps, avec des techniques de temps prédéterminées, du MOST par exemple, pour pouvoir justement avoir une meilleure efficacité lors de la mesure de temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, les temps prédéterminés vont pouvoir permettre de pouvoir imaginer quand même ce que pourraient être aussi des améliorations par rapport à des mesures chronométrées. Donc, maîtriser généralement quand même deux techniques, c'est-à-dire une technique de mesure directe et une technique de temps prédéterminé. Ça, je pense que c'est une bonne mayonnaise et ça fait ses preuves. Moi, je sais que je suis formé aux deux et depuis des années et
Ça devient après des réflexes automatiques. Quand on voit quelqu'un se baisser et se relever, moi, je sais dire combien de temps on perd. Quand je vois quelqu'un marcher, je sais dire combien de temps on perd à marcher, ainsi de suite. Alors, on est bien d'accord sur des pas inutiles. Mais on est capable de le faire. Donc voilà, ça, c'est les clés du succès par rapport à la mise en œuvre aussi donc de la mesure de temps. Et ça amène quoi? En fait, ça amène de la confiance. Et les temps ne vont reposer que sur la confiance. D'accord? C'est-à-dire les gens qui n'ont pas confiance dans les temps qu'on leur donne, ce pas des gens qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est des gens qui vont machinalement essayer, quand on va venir faire de la mesure de temps, de fausser un petit peu des fois quand même la mesure de temps, d'en rajouter parce qu'ils ont peur justement d'avoir des temps des fois un peu trop justes et qu'on ne prenne pas en considération un certain nombre d'aléas qu'ils subissent. Et donc, du coup, ils en font des fois un peu trop, ils modifient les modes opératoires simplement parce qu'au final, quand vous grattez un petit peu, c'est simplement des gens qui n'ont pas confiance en fait dans la mesure de temps et dans le fait qu'on vienne faire donc de la mesure sur leur poste de travail parce que les gens ne leur ont pas expliqué comment on faisait, on ne leur a pas expliqué la différence entre le temps que je prends sur le terrain et le temps que je vais allouer derrière, avec tout un tas de coefficients qu'on est obligé de rajouter de toute façon. Donc, ils n'ont pas ces informations-là. Et ça, forcément, on perd en confiance. En synthèse, ce que je vous dirais, c'est que voilà, donc le temps, c'est une conséquence. Je vous l'ai expliqué. Le temps, c'est de l'argent. Au final, ça reste de l'argent. La mesure de temps, ça reste un outil quand même indispensable. Maîtriser plusieurs techniques de mesure va faire gagner quand même en efficacité quand même les collaborateurs. La mesure de temps, c'est un outil aussi important donc de l'amélioration continue. C'est un grand contributeur de l'amélioration continue. Ça permet de valoriser quand même la réalité aussi donc, du terrain. C'est-à-dire qu'on se doit, quand on fait de la mesure de temps, de faire trois choses, de tout observer, de tout noter, de tout mesurer. Donc ça, on est capable de le faire une fois qu'on maîtrise ces techniques-là. Mal appliquée, mal communiquée, la mesure de temps, elle sera que contre-productive, ça c'est clair. Passer de l'image aussi donc d'un outil de persécution, parce que c'est souvent pris comme ça, à un outil de progrès. C'est pour ça que faire ce que je viens de vous dire sur un périmètre test, ça permet de redonner confiance. Donc les gens après voient l'outil d'une manière différente. La mesure de temps s'apprend et obéit quand même aussi à des règles trop souvent méconnues. Hein. Les gens n'ont pas forcément conscience de il faut appliquer tel coefficient, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc du coup, on se retrouve après avec des bases de temps qui sont erronées. Et après, former, informer et partager, en fait, c'est-à-dire qu'on forme les gens, on va informer aussi les gens de ce qu'on va faire en termes de mesure de temps. On va partager avec eux aussi donc, des résultats, des analyses, des choses comme ça. Ça, c'est bien sûr donc, les clés du succès au global. Et ce n'est pas que pour la mesure de temps, ça vaut pour quasiment tout ce qu'on va entreprendre dans les entreprises en termes un peu de conduite du changement. Voilà, si on ne partage pas, si on n'informe pas, ça a du mal à passer. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Maintenant, on peut passer aux questions-réponses si vous voulez. Je crois que je suis on time, donc on est pas trop mal. Donc voilà. Donc je vais arrêter le partage d'écran là, et puis on peut passer après aux questions-réponses si vous voulez. Merci Yanis pour cette présentation. Alors je regardais, on n'a pas de questions qui ont été posées sur la plateforme. Il est toujours temps de le faire. Peut-être est-ce que pour laisser peut-être le temps aux gens de poser des questions s'ils le souhaitent, est-ce que tu peux peut-être nous faire part d'une mission sur laquelle tu as utilisé cette technique de mesure de temps? Alors, je peux écrire un livre sur les missions auxquelles on a fait de la mesure de temps. Après, il y a deux aspects de notre métier. C'est soit on nous demande à nous d'aller faire de la mesure de temps, ou soit on va former les gens pour qu'ils soient en capacité de pouvoir le faire. Et la dernière expérience à la matière, c'est la semaine dernière chez Vinci Construction, par exemple, où effectivement, on a des gens qui arrivent en formation parce que, comme dans beaucoup d'endroits, on leur a dit de venir, donc ils viennent. Et à la fin de la formation, ils se retrouvent avec une image qui est, de la mesure de temps qui est complètement différente. Qui est différente, voilà, qui est différente de peut-être l'a priori qu'ils ont eu au départ, en disant, effectivement, on ne savait pas que il y avait ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et effectivement, ça amène beaucoup, beaucoup de confiance dans le fait après derrière d'aller faire des mesures de temps.
En plus, c'est un environnement un peu particulier parce qu'on est très, très loin là, des standards de poste de travail bien stabilisés. Voilà. Mais ça n'empêche pas de le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais eux, par contre, ils font le lien directement. Ils ont tout de suite sauté sur l'amélioration continue. C'est de dire, aujourd'hui, on peut quand même utiliser beaucoup la mesure de temps pour aller factualiser les choses, les peser, ce que j'appelle les peser, c'est-à-dire les valoriser, et donc de donner du poids à chaque chose qu'on va pouvoir revoir, et après derrière d'enclencher des démarches de résolution de problèmes, de progrès, de choses comme ça, et qui sont très enrichissantes pour tout le monde. Voilà. Mais bien souvent, enfin moi, j'ai jamais eu le cas d'avoir des gens qui ressortent de ce type de formation en étant soit déçus, soit voilà, c'est vraiment très très intéressant parce que même la plupart des gens qui passent dans ce type de formation repartent de là en étant quand même assez motivés pour aller faire de la mesure de temps parce qu'ils comprennent tout à fait l'utilité, je dirais, de l'outil et comment dire, la- la- des gains aussi, surtout qu'on peut faire simplement avec de la mesure de temps. Très bien. Alors, on parle souvent chez Axence, on parle pas uniquement de formation, mais de formation. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Alors, les formations, c'est-à-dire que les formations type mesure de temps qu'on fait aujourd'hui sont principalement 99,5% des formations, c'est-à-dire qu'on allie une partie de la journée à la théorie et une autre partie de la journée à de la pratique directe sur le terrain. Parce que ça reste un exercice assez, je dirais, pas forcément délicat, mais je veux dire, il y a quand même plein de choses à penser, il y a plein de trucs à faire. Donc, il faut vraiment là, en passer par le terrain pour pouvoir s'approprier vraiment l'outil et la démarche. Encore une fois, c'est pas que simplement appuyer sur un bouton et relever des temps. Il y a quand même d'autres choses derrière et qu'il faut vraiment là être en capacité de s'approprier. Donc, c'est vraiment nécessaire de pouvoir se laisser du temps. On est à peu près sur, allez, je dirais, 60% du temps en théorie et 40% du temps sur le terrain de manière globale. Ça peut varier un petit peu suivant les secteurs et ça permet d'avoir aussi aux gens une grande différence, c'est-à-dire que ils passent je passe devant un poste de travail et je le regarde, je m'arrête devant ce poste de travail et je vais observer et décomposer ce qui se passe. Et ça, c'est une fois qu'on a réussi ça, après derrière, qu'on fasse de la mesure de temps ou de l'amélioration continue, on fait le même boulot quoi, au final. D'accord, très bien. Alors, on n'est pas extrêmement nombreux à participer au webinaire, donc s'il y en a qui veulent poser des questions en direct, hein, oralement, qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Vous n'oubliez pas de défaire votre micro et puis vous pouvez prendre la parole et puis poser des questions. Ou pas. Alors, on parle beaucoup, là, tu nous as beaucoup parlé d'intervention, je dirais, en milieu industriel, mais on doit pouvoir aussi transposer ce type de méthode aussi dans le domaine des services. Oui, alors après, encore une fois, ça vient de l'industrie, hein, ces choses-là. Donc, on peut les transposer, il n'y a aucun souci. Après, dans les services, des fois, c'est encore plus mal perçu que dans l'industrie, vous vous doutez bien. C'est-à-dire qu'on trouve normal d'aller mesurer de la performance des humains dans un atelier de production et on trouve anormal d'aller faire cette même mesure d'activité de performance dans des services. Donc, oui, ça peut poser parfois des problèmes. Mais la démarche reste la même, hein, quelque part. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quand même beaucoup plus rare d'aller le faire dans des services. Je ne sais pas pourquoi, mais ça reste quand même beaucoup plus rare. D'accord, merci. Bon, s'il y a des questions? Les Jiménez. Oui, on est là, les on a Jiménez. quelque chose à dire. Ah, Par rapport à notre service atelier intégré, ouais. on a des temps sur des tâches prédéfinies qui datent de Mathusalem et Ouais. clairement, il faut qu'on les redéfinisse. Ouais. Ça voudrait dire que nous, il faudrait qu'on passe une journée entière à côté d'un mécanicien et chronométrer, en fait, par exemple, le temps qu'il met pour déboulonner une roue. Alors, le niveau de détail est fonction de ce qu'on vient chercher. D'accord? C'est-à-dire que si on a besoin d'avoir un niveau de détail très, très important, oui, il va falloir décomposer de manière assez extrême. Par contre, si on n'est pas obligé d'avoir un niveau de détail extrême,
on peut rester quand même assez gros smile, donc de dire ben, combien de temps il passe à déboulonner une roue. Oui, on peut peut-être le prendre si ça t'intéresse pour demain faire une extrapolation et dire demain j'ai 3 roues à démonter, combien de temps ça va me prendre. Ça, on peut le faire. Par contre, si c'est juste aller regarder, je dirais, faire du suivi d'activité par exemple, et puis simplement chronométrer les pertes, c'est-à-dire d'avoir un regard un petit peu simplement amélioration continue là-dedans, ça oui, ça peut être fait également. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fonction Ouais. de ce qu'on vient chercher, est-ce que je viens établir des temps ou est-ce que je viens chercher des causes de perte? Bah, alors, on vient chercher des mesures de temps aussi parce que comme on a des clients, on fait des prestations pour des clients. Ouais, Pour ce que tu disais tout à l'heure sur le chiffrage, en fait, ouais, de faire les devis au plus juste. exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas au plus juste pour effectuer pardon, les devis, quoi. Exactement. Donc là, oui, ça prend tout son sens, effectivement, d'aller faire de la mesure je dirais, plusieurs personnes pour avoir un échantillonnage le plus représentatif, si c'est possible, et après de pouvoir déterminer effectivement des temps. Ouais. Ok. Et même peut-être en termes de, c'est Stéphanie, hein, en termes de performance de l'atelier, parce qu'aujourd'hui, on arrive bien à suivre les rentabilités de nos activités de transport et tout ça, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai que la rentabilité de notre atelier, là, pour l'instant, c'est un peu compliqué à Mesurer. déterminer. Ouais. Et du coup, ils ont des ordres de réparation, tu sais, à établir. Mais en fait, bah, il y a 8 interventions à faire dans la journée. Mmh. Mais il y a des temps qui ont été définis, mais il y a de ça peut-être 8 ans, 10 ans. Et ça pourrait nous permettre de voir aussi, enfin, je ne sais pas si en termes de production ou de rentabilité journalière, tu vois, pour voir si, je sais pas moi, si on met trop de temps, si au contraire ils sont performants. Voir si on a trop ou pas assez de mécaniciens finalement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui va se faire rapidement parce que le SI, ils ont embauché quelqu'un pour, tu sais, prendre des photos de toutes les pièces de tous les véhicules, Ouais. détourer les véhicules, il m'a appelé ça comme ça, je crois. Ouais. Donc, et ensuite, en fonction de chaque pièce, de voir combien de temps il faut. Ouais, je comprends. Ouais, pour faire une intervention. Ouais, ok. Oui, Ok. sauf que du coup, bon, ça, toutes les photos, tout ça, c'est nickel. Mais dans tous les cas, pour déterminer le temps qu'il faut j'imagine une certaine moyenne. Enfin, ça se fait sur plusieurs. Enfin, je sais pas, tu vois, on peut pas Oui, te dire. idéalement. Oui, idéalement, il faudrait prendre plusieurs personnes. Après, on peut quand même, tu peux quand même le faire, je dirais, et enrichir au fur et à mesure à chaque fois quand tu vas pouvoir le faire. C'est-à-dire que tu peux très bien déterminer des temps sur une seule personne, hein, ça marche. Ah, par contre, Ouais. après, c'est juste le niveau de répétabilité de la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, admettons, il a passé 35 minutes à faire ça. Est-ce que vraiment demain, il va repasser 35 minutes pour faire la même opération? C'est là où il va falloir aussi discuter avec la personne pour savoir en gros ce qu'il subit un petit peu tous les jours en termes de dysfonctionnement, essayer de travailler là-dessus. La clé, encore une fois, c'est de maîtriser le processus et de l'optimiser pour avoir des temps les plus fiables possibles. Parce que sur un processus qui est complètement dysfonctionnant, bon, aller mesurer les temps, on peut le faire, mais par contre, tu vas mesurer 35 minutes, mais c'est 35 minutes plus ou moins une demi-heure. Est-ce que c'est suffisant ou pas en termes de précision, tu vois? Donc, alors que si tu vois que c'est bien maîtrisé, tu seras peut-être à 35 minutes, plus ou moins 5 minutes, et là, c'est bon. Mm. Voilà. Donc, effectivement, il faut attraper le temps. Il faut attraper aujourd'hui peut-être des sources de gains. Après, on fait le lien. Bien souvent, les temps sont liés des fois à des outils type aussi 5S, parce qu'une des finalités qu'a du 5S, c'est de gagner du temps. Donc, au final, c'est de se dire, tiens, comment je peux avoir la meilleure organisation de travail pour qu'au final, encore une fois, le temps est une conséquence, pour qu'au final, le temps passé soit le plus efficace possible. Alors ça, déjà, ils ont déjà fait ce premier travail de 5S dans l'atelier, donc c'est Eh déjà un ben, bon point de départ. donc c'est déjà, donc après, si c'est juste voilà, revaloriser, je dirais, des temps, là, c'est pas quelque chose qui va être extrêmement long, hein. Oui, on se base sur une journée de travail, sur une activité. Et, Pas sur une activité, tu regardes, tu te focalises un petit peu sur les interventions les plus fréquentes qui sont réalisées, tu fais un Pareto de tout ça et tu attaques tes têtes de Pareto. Tu dis, bah, tiens, en moyenne, c'est 3 ou 4 interventions qu'on fait le plus, et bah, tu te focalises là-dessus pour aller les mesurer. Et puis, bah, si tu attrapes le reste, tu attrapes le reste. Mais au moins, il faut se focaliser sur des têtes de Pareto d'opération, par exemple. Mm. Hein. Ouais. Voilà. ok. Mais effectivement, ça permet d'avoir des devis un peu plus
alors, je vais dire un peu plus, encore une fois, un peu plus juste. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner le temps juste pour pouvoir faire l'opération. C'est ni trop ni moins, quoi. Voilà, c'est le temps juste. D'accord. Par contre, à chaque écart, il faut que l'opérateur soit capable aussi de le justifier à un moment donné, comme en production. D'accord? S'il a passé Oui, plus de temps, c'est qu'il a eu un problème. Donc, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est un problème ponctuel qu'on n'a pas pu identifier avant, ou est-ce que c'est un problème potentiellement récurrent qui risque de revenir? bah oui, après, il y a un peu de tout, parce que dans les Bien sûr, récurrences, on va avoir les urgences qui viennent s'interférer, donc bien sûr, s'intégrer. bien sûr. Et du coup, D'accord? ça Donc, reste de côté. Donc, il faut reprendre une tâche qui a été laissée de côté ouais, et c'est ouais. revenir déjà Voilà. passé, quoi. Si je fais le parallèle avec le Six Sigma, la mesure de temps permet aussi d'isoler des causes communes et les causes après qui sont assignables, les causes spéciales. Voilà. Mm. Si ça te Ok. rappelle des choses. Oui, oui. Oui, oui, c'est mon quotidien, Yanis. Voilà, Donc, vous les avez écarts tous, types, tout ça. Voilà. vous avez tous compris que Yanis Calder donc, dispense aussi des formations Green Belt, Lean Six Sigma tout au long de l'année. Voilà. Voilà. OK. Très bien. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être arrêter le webinaire là. Ouais, moi j'ai pas de souci. Hein. J'étais content de faire l'exercice et puis voilà, c'est toujours intéressant. Et puis ben après, vous savez tous où me joindre si vous avez besoin. N'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Emmanuel. Et puis on sera content de pouvoir parler un peu plus en détail ou d'explorer un petit peu les besoins des uns et des autres. D'accord? Donc là, Jiménez, si vous voulez faire ça, n'hésitez pas à venir nous poser la question et vu que je dois venir vous voir, ça fera peut-être l'occasion de venir vous voir pour au moins vous aiguiller un petit peu sur la méthode. Allez, ok. Ouais, parfait. Ouais, on est preneuse. Ben voilà, c'est parfait. Ok, bah écoute, merci beaucoup Yanis pour cette animation. Merci à tous. Et puis qu'on renouvellera très probablement à la rentrée en septembre ou octobre. Voilà. Et on se fera le plaisir de partager ça avec vous. Et puis Voilà. la présentation, enfin, on vous l'envoie la présentation. C'est ça, Et on Emmanuel? vous enverra bien sûr la Voilà. présentation par mail. Voilà. Voilà. D'accord. Parfait. Nickel. Très bien, merci. Très bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci.